C'est-à-dire, et il a, encore une fois, c'est très beau aussi, l'effet, et ça c'est les propres de la psychanalyse, avoir dans un corpus théorique très consistant par rapport, je ne sais pas, à la sophrologie ou d'autres disciplines comprises les hypnoses. Je veux dire, la psychanalyse a un corpus théorique très très puissant, et en même temps, il y a ces rapports ambigus avec la science, et qui doit rester ambigu. C'est-à-dire, je pense que la psychanalyse perdrait toute sa force si elle voudrait rentrer dans un critère, disons, dans une manière d'être conçue où l'évaluation devient centrale, par exemple. Cela dit, Freud était scientiste, Freud était positiviste, hein, et même on les voit très bien dans les films qui, effectivement, il attaque un peu la religion, surtout au début, vraiment avec l'idée qu'il faut être scientifique. Mais ça est très intéressant dans ses livres, je pense à L'avenir, une illusion et aussi Malaise, hein, 27 et 29. Dans ses livres, il montre très bien à quel point il essaie de défendre la culture et la science est un effet de la culture, mais en même temps, il ne peut pas faire rien d'autre que montrer les impasses, notamment par rapport à quelque chose qui vient trouer, disons, les scientismes de la culture, qui est simplement un mot, l'inconscient. Dès qu'il y a l'inconscient, l'idéal de la science vient tomber. Et je pense que dans la relation avec lui, c'est très important, et on le voit très bien, parce que si au départ il est complètement sceptique, il n'y croit pas, il pense que la religion, il attaque la religion comme il l'a fait toute sa vie dans ses livres, mais ce qui est intéressant quand il se rend compte que la religion est pour lui sa béquille, ce qui lui fait, qui les fait tenir dans la vie, une vie avec des traumatismes, disons, très graves, très forts, la mort de la mère, la guerre, et aussi les fameux pensionnats, qui pour lui étaient pires qu'un lieu de oui, voilà, c'était pire que la guerre. Disons, à partir de là, on voit comment la religion vient les soutenir face à ces traumatismes. Et là, on voit qu'au fond, Freud, il oublie son idée, et ça, je pense que c'est vraiment une leçon, je pense, pour les personnes qui n'ont pas fait une psychanalyse ou qui n'ont jamais, qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe dans une psychanalyse. C'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas, les psychanalystes ou la psychanalyste, mais peuvent avoir toutes les idées qu'ils ont, mais quand ils voient quelqu'un qui s'étient avec n'importe quel outil, eh bien, c'est la solution, n'importe laquelle. Là, c'est intéressant parce que Freud est vraiment, il y a des pages critiques très importantes, quoi qu'ils disent, mais la psychanalyse peut finalement faire apprécier à quelqu'un la religion, je veux dire. Et c'est notamment cette manière particulière d'utiliser la pensée, non pour avoir, au fond, une vision du monde, comme ça pourrait être la philosophie même, il faut tenir une thèse. Ben là, les thèses, c'est des fous tout le temps. Avec Freud, les thèses sont obligées de se défaire et de se retenir. Je veux dire, parce qu'il y a quand même l'être humain qui rencontre, et lui, ce qui n'est pas son patient, mais qu'il est quand même un être humain pour qui la religion, je veux dire, il est très beau, les passages avec Tolkien, où il dit aller chercher, et dans le moment où il va chercher, qu'il commence à faire la recherche sur la religion, voilà, il trouve son symptôme, je dirais, mais disons, c'est avec quelque chose qui lui permet de tenir dans la vie. Et ces passages-là, évidemment, face à ça, peu importe qu'il Freud pense que la religion est un narcotique, qu'il pense que c'est un délire, etc. Mais face à... C'est des histoires qu'on se raconte. Qui sont des histoires... Mais c'est très précis, la critique à la religion. C'est-à-dire qu'il part d'abord de la question des rituels. Il fait notamment une comparaison entre la névrose obsessionnelle, c'est-à-dire les rituels, vous savez, les personnes qui ont des organisations très précises, qui sont obligées de répéter certains gestes, ou alors certains rapports avec la culpabilité, avec les grands autres, avec un personnage important, quelqu'un en idéal. Je veux dire, il y a vraiment une sorte de suggestion de la part de ces personnes, disons, qu'il faut mettre en relation avec les rapports avec Dieu, en quelque sorte, et à la fin, il arrive même à dire que c'est vraiment un délire. La religion est un délire, et quelle différence il y a entre mes patients qui se prennent pour Dieu et je trouve magnifique ça. Et au fond, Christ qui se prend pour Dieu. Je veux dire, et c'est très logique. Là, on voit vraiment comment la raison marche toujours avec quelque chose qui n'est pas. Alors que dirait Freud dans
rassure Eh ben, et que ça fait tenir dans la vie. elle ne dira jamais que ce n'est pas Dieu. Il accepterait comme Dieu, et d'ailleurs il l'a dit, les délires est une forme de guérison. C'est-à-dire, parce que c'est vraiment les délires, compris celui d'être Dieu, compris celui d'être Dieu, peut devenir une forme, encore une fois, d'avoir un rapport avec l'autre. Si je peux avoir un rapport avec l'autre et les autres seulement en me prenant pour Dieu, eh bien, il faut faire avec. C'est pour ça qu'en ce sens-là, il n'y a pas, en quelque sorte, un idéal de normalité ou un but précis dans l'analyse. Hein. N'importe quel discours, au contraire, je dirais même, disons, toute forme originale et toute forme vraiment singulière d'invention pour trouver une manière d'être dans le monde est bien acceptée. Donc, si c'est un délire, c'est un délire. Alors, quand le délire, après, devient problématique et qu'isole, alors c'est une autre idée. Mais c'est quelqu'un qui est religieux et qui, ces délires-là, comme lui permet de rencontrer Tolkien, de faire partie, notamment d'écrire, de parler avec d'autres gens, de parler avec Freud et d'exister dans le monde, à ce point-là, même si la religion est un délire, quel est le problème? Vous avez dit, Sylvia Lippitt, que la psychanalyse ne gagnerait rien à être une science. Mais alors, quelle est la différence entre la religion et la psychanalyse, puisqu'il s'agit de croire dans l'un ou l'autre discours pour tenir? Oui, ça c'est intéressant votre question, parce qu'effectivement, beaucoup de fois la psychanalyse a été considérée comme une religion. C'est-à-dire certains détracteurs la première chose, mais c'est une religion. Déjà, il y a une dimension sectaire. Ouais, ça il y a la figure du psychanalyste qui est une figure de gourou, de charlatan. Oui, mais ça c'est dans le débat. Charlatan, il n'y a rien de mal. Pourquoi pas? Les charlatans ont toujours une fonction. Ça m'intéresse vivement, ouais. Charlatan, c'est pas grave. Dans le sens que, c'est-à-dire les psychanalystes qui se prennent pour un docteur, pour un médecin, on a tous un diplôme, mais bon, on les laisse un peu dans le tiroir. Mais disons, tout le psychanalyste qui se prend pour, encore une fois, un grand autre, au sens quelqu'un qui a un diplôme, quelqu'un qui a une fonction, un titre, un docteur, professeur doctoresse, moi je suis italienne, doctoresse. Donc, disons, il ne pourra jamais être dans une position psychanalytique, parce qu'encore une fois, il y a tout un travail qui te permet de faire, disons, dans ton analyse, de voir qu'encore une fois, il y a quelque chose qui s'écroule du point de vue de cette grande, disons, de son propre moi, de la manière avec laquelle on peut se prendre soi-même. Hein. Disons, les miroirs, c'est détruit un peu, et quand il remonte, quand il reprend, après c'est détruit tout de suite après. Donc vraiment, c'est pas ce point-là qui est, je pense, important. Mais surtout, c'est vraiment la vraie. Après, il peut y avoir évidemment des effets sectaires, mais ça fait partie de toute formation de groupe. Hein, je veux dire. Mais disons, les psychanalystes ou la psychanalyste qui essayent, disons, de suivre l'enseignement de Freud, c'est vraiment l'idée que c'est ça, et c'est ça que je pense que c'est la grande différence avec la religion. Notamment, Freud, il explique très bien dans l'avenir de l'illusion, il explique qu'au fond, la religion empêche, disons, au sujet d'aller voir où ça fait mal. C'est-à-dire, il y a des points dans chacun d'entre nous, que ce soit les traumatismes, et lui, il utilise deux termes qui sont très beaux, l'impuissance et la détresse. Ohnmacht et Hilflosigkeit. Et donc, évidemment, personne ne veut aller voir ça, hein, parce que ce sont les points qui nous font peur. On préfère, encore une fois, avoir un idéal de toute puissance, que Freud dit que c'est l'idéal de l'enfant, hein, ou qui fait un avec les mondes, il a vraiment cette sensation, c'est vécu de toute puissance. Or, la religion, pour Freud, maintient cet idéal-là. Avec l'idée du paradis, avec l'idée c'est la vie n'est pas bon aujourd'hui, ben, il y aura une vie après, il y aura quand même un père qui va protéger, c'est-à-dire tous les fantasmes de l'enfant qui sont, disons, que la psychanalyse cherche en quelque sorte de défaire, hein. Disons, la religion les maintient. Donc évidemment, c'est un processus inverse. La psychanalyse, disons, donne la possibilité en quelque sorte de voir, hein, et intervenir sur l'immanent, sur ce qui est là, sur les rêves, sur ce qui est la vie de tous les jours de la personne.
Donc s'il peut intervenir, donc c'est pas du tout quelque chose qui est pensé comme un moment, un jour, peut-être dans une autre situation, etc. Donc c'est vraiment le processus inverse au niveau de ce qui peut être les rapports avec le monde. C'est un rapport inversé. Hein. C'est-à-dire l'idée c'est de faire, après chacun d'entre nous a toujours une partie, disons, d'imaginaire qui nous permet aussi de tenir, mais encore une fois, il ne compte pas sur cette partie-là pour changer les rapports du sujet au monde. Je ne dirais pas qu'elle guérit, mais il peut changer les rapports du sujet au monde. Et ce n'est pas par rapport au fantasme, mais par rapport à l'illusion, encore une fois. Et pourtant, il reste quand même cette partie de croyance. On croit au fait que notre psy ou la psychanalyse peut nous soigner. Il y a une part de croyance. Oui, mais en même temps, on les voit assez vite, je trouve, qu'on ne va pas vraiment, d'abord, que notre psychanalyste ne connaît pas tellement les choses. Hein. Moi, je me rappelle avec les miens, après quelques mois, je me suis rendu compte, bon, c'est pas, non, c'est pas. Non. Mais après, il y avait d'autres choses. Au contraire, il y avait une certaine... Ah ben, parce qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à savoir. C'était pas ça ça m'intéressait pas particulièrement, qu'il sache quelque chose. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait presque une communauté traumatique. C'était qu'avec lui, je pouvais, en quelque sorte, répéter mon traumatisme, les vivre avec la possibilité d'échanger les coordonnées. Donc c'était beaucoup plus important, à mon avis, la question, notamment de ce qui était au cœur de mon existence, que son savoir. Hein. Donc je dirais que ça, c'est un point qui caractérise notre pratique par rapport à l'idée un peu pour Freud, pour Lacan. Lacan disait que la guérison vient de surcroît. Hein, donc pourquoi pas, hein, mais je veux dire, la question, c'est que vraiment, ce que je pense qu'il est important, de trouver une manière singulière d'être au monde. Et ça, je pense que la psychanalyse le permet, notamment parce qu'on va avoir dans des lieux qu'on ne voit pas tous les jours avec nos amis, avec les personnes qu'on fréquente, il y a vraiment un lieu particulier. Et aussi, je pense qu'il y a vraiment une manière particulière de travailler les langages qui nous donne la possibilité, encore une fois, de découvrir et d'être surpris par des choses. En ce sens-là, je dirais plus que l'inconscient, je ne crois pas que c'est une croyance, mais je crois qu'il y a des phénomènes. Hein. Lacan parlait des phénomènes de l'inconscient. Quand on fait un rêve, c'est un rêve. Je veux dire, on ne peut pas nier qu'on a rêvé, on n'était pas conscient, il y a des éléments qu'on n'arrive pas à comprendre, donc, et c'est ces non-savoirs-là qui nous attirent. Quand on fait un lapsus, là aussi, c'est un phénomène. Pourquoi j'ai dit ça alors que je voulais dire exactement l'inverse? Donc, si on parle de l'idée de phénomène, encore une fois, on n'est pas tellement dans cette idée de dévotion un peu construite vis-à-vis de l'analyste. Après, il peut y avoir des effets, évidemment, de suggestion qui font partie de notre travail. Et Freud a toujours insisté, encore une fois, vraiment, sous l'analyse, doit faire attention un peu à ces effets de suggestion. Mais je ne crois pas que ce soit la suggestion qui soit, à différence d'autres disciplines, hein, respectable. Pourquoi pas? Mais dans la psychanalyse, je ne crois pas que ce soit vraiment ces éléments-là qui soient les plus importants. Les transferts a une partie de suggestion, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose de désir qui se manifeste et ça me paraît beaucoup plus important. Il y a aussi un autre rapprochement à faire entre la psychanalyse et la religion. Ça n'est pas abordé en tant que tel dans le dialogue entre Freud et Lewis, mais parce qu'en fait, le film n'est fait que de ça. C'est de la confession ou de l'aveu ou de la cure. En fait, ça n'est qu'un échange entre eux. Alors, un échange qui est sans cesse différé, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce que tout de suite ils se parlent et vite, car Freud est pressé, dit-il, et finalement, elles en dépassent, et leur dialogue, leur confrontation est sans cesse différée par la douleur de Freud, par les menaces de bombardement, le début de la guerre. Quelle différence on pourrait faire entre la confession dans la religion et le fait de parler sur un divan, comme le fait d'ailleurs Freud lui-même à la fin quand il souffre, en se confiant d'ailleurs à lui, c'est non pas en faisant une cure. D'ailleurs, je trouve que vous mettez en évidence un autre aspect que j'ai beaucoup aimé du personnage de Freud, que je vous ai dit vraiment les Freud qui souffrent dans son corps. Voilà. Ça me paraît très beau et Hopkins les représente de la meilleure façon. Et aussi, c'est encore une fois quelque chose qui met, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une analyse,
Mais il est vrai qu'il y a quelque chose du corps qui se passe dans son analyse du corps, parce que les traumatismes attaquent en quelque sorte le corps. Donc là, on les voit très bien comment encore une fois, il n'y a rien du parfait, il n'y a rien de sans défaut, il n'y a rien de puissant dans la figure freudienne. Et ça me paraît très important de les marquer comme ça. Après, effectivement, les films, ça s'appelle La dernière confession, et peut-être c'est la seule chose que vraiment j'aime pas trop comme titre, je dois dire, parce que je dois... C'est quoi qui est le titre anglais? Ah oui, c'est vrai, on ne sait pas. C'est quoi le titre anglais? Last Section. Non, Section. Ah, La ça, c'est dernière bien séance. Ah, voilà, merci beaucoup. Ben, bien sûr. Là, en France, la dernière séance, Et c'est beaucoup mieux comme titre, pour une raison très précise, parce qu'au fond, c'est vrai que moi, quand à part les interruptions que vous mettez en évidence, c'est vrai que ça peut montrer la manière, comme je disais tout à l'heure, avec laquelle on écoute un patient et on oublie un peu ses propres idées, ses propres positions par rapport à certaines idées. Donc, c'est vrai qu'une section, ça veut dire la séance, la dernière séance, c'est beaucoup plus intéressant qu'est la dernière confession. Parce que d'ailleurs, c'est une critique qui avait fait Foucault à la psychanalyse, qu'il s'agissait d'une confession, d'une aveu. Alors que je pense que c'est vraiment une petite erreur. Je pense que Foucault n'a pas fait d'analyse, et ça, cette phrase les montre. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de... Franchement, je pense que c'est jamais une confession. C'est-à-dire, la confession, ça implique qu'on a un but. Quand on fait une confession, on dit quelque chose, parce qu'en disant quelque chose, on imagine que ça peut être aussi, c'est la chose importante à dire, c'est la chose qui fera que les prêtres nous pardonnent, etc. On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire et on veut obtenir un effet. Or, probablement, on peut partir avec ça, mais alors si la parole de l'autre et la confession est toujours liée à la parole de l'autre en tant que solution, qui est toujours la même solution, c'est-à-dire oui, tout sera pardonné. Or, en psychanalyse, ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est-à-dire, c'est notamment ça, c'est la surprise. C'est-à-dire, moi je parle, je veux dire une chose, et finalement je dis non. Donc c'est l'inverse d'une confession. Si j'étais un prêtre, je pense, je dirais, ah non, vous étiez en train de parler que vous avez trompé votre femme, donc restez là-dessus s'il vous plaît. Alors que la personne qui est en train de faire son analyse, elle est en train de dire, ah j'ai trompé sa femme, et c'est un lapsus, elle reprend le lapsus. Donc ça fiche, elle a trompé sa femme. Donc vous voyez, c'est vraiment là, un usage du langage qui c'est presque opposé. Tout ce qui est dit dans un but conscient, et ce qui au fond fait problème dans l'analyse. Or, dans une confession, on ne travaille pas, que je sache, avec les phénomènes de l'inconscient. Donc, c'est vraiment l'anticonfession, je dirais, la psychanalyse. Il y a quand même ce phénomène de soulagement. Est-ce qu'il y a aussi une dimension de pardon dans l'analyse? Ah, je ne saurais pas vous dire. Mais soulagement, oui, probablement, pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des patients. Mais en même temps, je dois dire que je pense que les soulagements, c'est un peu comme un effet miroir, hein, comme un peu l'émoi, l'image. C'est-à-dire, ah, vous m'avez dit ça, je me sens très bien. La fois d'après, ah, vous m'avez dit ça, c'est horrible, vous m'avez détruit. Vous voyez? Donc, tout ce qui a cet effet des soulagements, je pense que c'est encore une fois pas là l'essence du but de l'analyse. Il y a un vrai effet dans la psychanalyse. Voilà. Quand on est angoissé, on a une angoisse. Voilà. On en a moins. Voilà, on en a moins, et ça, c'est autre chose. Voilà, c'est pas, voilà, l'angoisse, ça peut être vraiment un traitement, mais ça ne veut pas dire que parfois, même si l'angoisse persiste, ce qui est intéressant, c'est que les sujets, il en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne la subit pas. Parfois, il peut encore la subir, mais il a inventé un stratagème, un système où il est actif dans cette angoisse. Hein, donc, ça, c'est vraiment la position qui change complètement la donne. Donc je pense que ça, c'est vraiment un autre point assez important pour penser vraiment les... Après, on appelle les patients, mais c'est vraiment pas les bons mots. Lacan disait l'analysant pour indiquer les côtés actifs, disons, de l'analysant, justement. Parce qu'il est tout le temps... Et là, je pense que c'est un autre soulagement. Et c'est une autre jouissance. Et je pense que parfois, j'utilise souvent les termes des joies, c'est-à-dire quand les sujets changent de position, il y a vraiment un effet des joies. Et ça, c'est un peu différent que les soulagements. Et par rapport au pardon, je pense que les pardons, ça fait partie, ça peut faire
faire partie de certains fantasmes. J'ai toujours, dans mon expérience, j'ai un peu l'impression que les sujets, au lieu d'attendre un pardon, ils attendent plutôt une punition. Voilà. Je pense que c'est un peu bizarre, je sais. Mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt la. Mais c'est vrai, c'est-à-dire parce que la punition, c'est-à-dire les patients, comme je disais tout à l'heure, ils cherchent une manière pour être traumatisés et pour changer la position vis-à-vis de l'autre humain. Donc, avec la punition, effectivement, il y a quelque chose où ça se répète quelque chose de cet ordre de jouissance. Par exemple, il y avait tout le temps en retard, et il voudrait qu'après on lui fait payer la séance, ou alors il voudrait qu'on se fâche avec eux. Je veux dire, il y a souvent il peut y avoir cette position-là, ou alors des positions plus importantes dans les cas de mélancolie. Mais disons que je veux dire, la psychanalyse, c'est notamment les perdons, c'est toujours lié à un grand autre, un surmoi, un grand autre intériorisé. Donc je pense qu'un des buts de la psychanalyse, notamment, de réduire la force de ces grands autres. Donc les pardons a beaucoup moins d'importance, d'une certaine façon, parce que si les grands autres à l'intérieur, en projeté au extérieur, a moins d'importance, à ce point-là, on a moins besoin de projet. Je vous pose une dernière question avant de laisser la parole au public. J'ai évoqué dès le début, à travers le personnage d'Anna Freud, la question de l'homosexualité. C'est un film qui sort là, je l'ai dit, demain, on est en 2025. De nombreuses critiques sont faites aujourd'hui à la psychanalyse, notamment sur un côté rigide, passé, hétéronormé, homophobe, transphobe. Est-ce que vous trouvez que ce film est une manière habile de relire Freud comme quelqu'un d'ouvert, ou est-ce que véritablement chez Freud, on trouve de quoi rendre compatible, plus ouvert la psychanalyse aujourd'hui? Alors d'abord, je pense que beaucoup des critiques qui sont faites à la psychanalyse, malheureusement, sont justes. C'est-à-dire, c'est vrai que bon, je pense qu'aujourd'hui la psychanalyse est un peu divisée, hein, surtout, et qu'il y a une psychanalyse qu'encore une fois, et je pense qu'elle n'est pas, elle ne veut pas être en 2025, je veux dire. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, elle sort, je veux dire, un psychanalyste qui n'apprendrait pas de ses patients qui soient, par exemple, voilà, je pense, personnes queer, non-binaires en général. Si on n'est pas là pour apprendre, on n'est pas dans la psychanalyse. Donc je pense qu'au fond, cette psychanalyse un peu réactionnaire, je pense qu'au fond, n'est pas de la psychanalyse. C'est-à-dire parce que l'idée est vraiment d'apprendre et de découvrir les situations subjectives comme il a fait Freud. Donc, en ce sens-là, Freud a toujours écouté les phénomènes, par exemple, hystériques, qui étaient à son époque vraiment considérés, catégorisés, etc. Lui, il les écoute vraiment avec tout à fait notre forme. Et je pense, et ça, c'est un des problèmes, encore une fois, hein, je veux dire, il y a quelque chose qui encore, parfois, c'est. Moi, je ne les connais pas, ces personnes, je ne les fréquente pas, mais je vois parfois dans les tribunes, voilà, qu'il y a une certaine véhémence vis-à-vis des situations qui, parfois, je pense, ne sont même pas les fruits d'une psychanalyse. Pour ce qui concerne les films, moi, je dois dire, il y a différemment vis-à-vis de l'homosexualité masculine, il n'y a aucun problème. Freud a été toujours, il a écrit des lettres, je veux dire, il a dit il est normal, mais c'est vrai, il pense qu'effectivement, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt que, disons, on refoule l'homosexualité. Hein. Beaucoup d'hommes refoulent leur homosexualité. Freud l'a toujours présenté sous cette forme-là. Et c'est intéressant pour la question de l'homosexualité féminine, c'est intéressant qu'il dit ah ben là, c'est un problème avec les pères. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça. Au fond, c'est même pas plus compliqué, c'est-à-dire, c'est vraiment des. Il est, en disant ça, en quelque sorte, il conteste un peu sa thèse où, encore une fois, il y a la bisexualité psychique qui est, disons, qui fait partie de n'importe quel sujet, qui est inconscient ou conscient, et surtout que, disons, l'objet peut être n'importe quel objet. Donc vraiment, il dit c'est l'élément le plus variable. Hein. Donc théoriquement, vraiment, on ne voit pas pourquoi il devrait y avoir un problème avec les pères ou la mère si on est homosexuel. Ça devrait être un des destins de la pulsion comme un autre. Et on les voit très bien dans notre clinique. Hein. On ne peut pas trouver une cause unifiée par rapport à un choix d'un objet plutôt que d'un autre. Hein. C'est toujours subjectif, etc. Donc, mais en même temps, ce que je trouve très beau dans les films, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi j'étais particulièrement attentive à cet aspect. Donc au départ,
Et quand Anna lui demande si Dorothy peut vivre avec eux, il ne veut pas. D'ailleurs, intéressant, parce que Dorothy est en analyse avec Freud. Bon, ça c'est un aspect en particulier. Disons en flashback, non? Oui, on les voit en flashback, mais bon, il était en analyse avec lui. Et à la fin, quand même, quand il y a la scène très, très touchante, pour moi, il y a Anna et sa femme, et Dorothy, et Anna prend la main de Dorothy, et Freud, juste avant de mourir, il fait un oui avec la tête. Donc, franchement, excusez-moi, pour un monsieur, disons, qui a vécu à l'époque victorienne, où franchement l'homosexualité était punie, où il fallait qu'il soit caché, où la différence des sexes était disons, dans la situation la plus radicalement séparée, et les différences dans les styles de vie étaient, disons, énormes. Franchement, je trouve qu'on ne peut pas voir ces messieurs, ces danseurs des valseurs viennois, comme un réactionnaire. Voilà. Il faut, si on les prend à l'époque, après, il y a eu beaucoup d'erreurs, évidemment, dans ces conceptions de la différence des sexes, de la vision féminine, voilà, ça c'est, tout le monde fait des erreurs, hein, je veux dire. Mais, et aujourd'hui, nous sommes là notamment pour la penser à partir de notre réalité. Voilà, on dit, on tient, c'est qu'il faut tenir. Mais quand même, par rapport à la personne, au personnage Freud, franchement, je trouve qu'il était ouvert. Je pense que les films les montrent assez bien. Merci beaucoup. C'est le moment des questions du public.